Bienvenue à l'Assemblée Générale 2026, Assemblée Générale ordinaire de la spécialité 2026. L'ordre du jour qui a été voté à l'unanimité par le Conseil d'administration est le suivant, donc assez classique, hein, la présentation des 9 résolutions statutaires, et puis le résultat du vote des résolutions et des... Alors, le vote des résolutions, je vous rappelle, hein, c'est seulement les membres présents et représentés qui peuvent voter, et puis le résultat des élections au conseil d'administration, qui lui est un vote en ligne. Et donc, les 9 résolutions, je vous rappelle qu'il y a des résolutions qui concernent l'exercice 2025 et ensuite 2026 et même 2027. Voilà. Donc, premier point qui est important, c'est bien sûr les remerciements. Hein. On a passé un mandat un an entier ensemble. Et je voulais en particulier remercier les membres du conseil d'administration qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat, donc Roland Lartigue, Jean-Christophe Berthelot et Salomé Luce. Donc merci beaucoup pour tous leurs efforts pendant ces 3 dernières années, voire ces 25 dernières années pour certains. C'est quelque chose que, bien sûr, qui est très très important, et cette continuité. Et puis, bien sûr, l'association, elle fonctionne aussi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas membres du conseil d'administration, mais qui nous aident et qui font du travail très important, en particulier Nicolas Vécas et Vincent Vercamer sur l'aspect informatique, et on les remercie très chaleureusement. Bien sûr, les membres de la commission de finances et de solidarité qui est présidée par Christian God. Et puis, bien sûr, les candidats au conseil d'administration en dehors des sortants, dont le nom vous trouve ici. Et on fait appel depuis plusieurs années maintenant à une prestation de secrétariat qui est assurée par Catherine Petit, qu'on remercie également. Et puis, bien sûr, merci à vous. On va en parler un petit peu des cotisations, hein, mais c'est vrai que l'association est bien sûr soutenue par les cotisants et les donateurs. Donc, merci beaucoup pour vos soutiens en 2025. Alors, le rapport moral, donc c'est la première résolution à voter. Comme chaque année, je présente les faits marquants du mandat, c'est-à-dire ceux qui sont un petit peu différents cette année par rapport aux années précédentes, mais ça ne veut pas dire que les choses qui sont faites de manière récurrente, et je pense en particulier au 10 Révauclin, voilà. Donc ça continue et c'est toujours extrêmement dynamique. Donc en point de vue de la gouvernance, bien évidemment, pour ce mandat, ce qui ressort, c'est la célébration de nos 140 ans. Et plusieurs points là-dessus. La première chose, c'est que on a eu la chance, enfin plus que la chance, on a eu la présence du directeur de l'école, de la présidente de l'école, de la maire du 5e, de son premier adjoint, de l'architecte des nouveaux bâtiments, de la nouvelle directrice, de l'ancien directeur de l'école, plusieurs personnalités comme ça qui sont venues à nos 140 ans. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience du fait que le ESPCLUNI, dans le panorama de l'écosystème de l'ESPCI, aujourd'hui a une stature institutionnelle qu'il faut qu'on assume et auquel qu'on peut remercier. Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point, c'est que on a fait ces 140 ans dans le préau de l'école primaire qui est juste à côté de l'école. Donc il y a l'aspect historique, hein, puisque c'est là où se trouvaient les bâtiments de l'école à la fondation de l'école en 1882 et à la fondation de l'association en 1885. C'est là où ont eu lieu les discours d'inauguration des bâtiments de briques rouges, et en particulier celui de Langevin. Mais surtout aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en lien assez régulier maintenant avec l'école primaire, pour essayer justement de leur proposer des ouvertures, des horizons, proposés non seulement au corps enseignant de l'école primaire, mais aussi bien sûr aux élèves et aux enfants, des ouvertures sur la science et en particulier aussi sur l'égalité femmes-hommes dans les sciences. Et donc ça, c'est un lien fort dans l'environnement local, géographique de l'école, de l'ESPCI, quelque chose qui a de la valeur auprès de la ville de Paris, en particulier auprès de l'exécutif du 5e arrondissement. Après, il y a des choses qui sont aussi importantes pour ces 140 ans. D'abord, la première chose aussi, c'est qu'il y a eu 150 alumni qui sont venus, puis il y a une liste d'attente qu'on n'a pas pu satisfaire, malheureusement. On a maîtrisé les coûts, on a maîtrisé aussi les déchets. Hein. Il y a eu seulement un sac poubelle, hein,
au final. Hein. On avait de la vaisselle remplaçante, etc. Et les élèves ont joué le jeu, on les a sollicités, et il y a vraiment une symbiose absolument extraordinaire avec les élèves. Les élèves ingénieurs qui ont des clubs gastronomiques, œnologiques, etc. Et ça a vraiment très bien marché. Donc ça, c'était, je pense, quelque chose d'extrêmement encourageant, on va dire, pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est les 150 ans de l'école en 2032. Et je le mentionne parce qu'en fait, nous connaissons aujourd'hui nos interlocuteurs, les interlocuteurs de l'école, pour les 150 ans de l'école en 2032, puisque ça sera toujours Emmanuelle Grégoire, l'actuelle maire de Paris, et probablement encore Emmanuelle Gouillard, qui sera directrice de l'école si elle fait un deuxième mandat. Donc on peut commencer dès maintenant à préparer les 150 ans de l'école, et puis on préparera les 150 ans de l'association ensuite. D'un point de vue de la gouvernance, une chose qui est apparue très clairement dès le départ de ce mandat, c'est la question de la transmission et de la succession. Et on a fait 4 séminaires de information, formation, réflexion et transmission. Formation, par exemple, formation à des outils numériques, en particulier on utilise le nuage, etc. Mais information sur le passé, ce qui s'est passé à l'école, l'historique de l'association, etc. Je pense en particulier à la création de Spécipoint en 2005. Vous savez que de 2005 à 2008, l'école a connu 2 associations d'alumni. Et donc, il faut faire très attention à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pour ne pas que ça se reproduise, bien sûr. Et puis, réflexion. Alors, réflexion, je voudrais remercier Isabelle, qui est la vice-présidente, parce qu'elle a vraiment mené une démarche de projection et de réfléchir à les actions et nos priorités pour 2026-2028. Et puis, transmission, parce qu'effectivement, sans qu'on les choisisse, bien évidemment, on est dans une situation qui est très particulière, puisque depuis 7 ans, on n'a plus de bureau et on n'a plus de secrétaire. Par choix, hein, ça. Voilà. Mais en particulier, on n'a pas de personne permanente qui fait le suivi et qui fait la transmission des savoir-faire. Et probablement, il va falloir qu'on se repenche sur cette question. Alors, on se penche déjà sur la question, mais en fait, peut-être refaire un recrutement. Et puis, le fort soutien des cotisations, on va voir les diapos. En fait, je pense que je peux même les présenter tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est le montant collecté à travers les cotisations et dons au cours de l'année. Et bien sûr, ce qui vous frappe ici, c'est qu'on a beaucoup de cotisations et de dons qui tombent en janvier, et puis on a ceux qui viennent en décembre. Et entre deux, il se passe entre guillemets pas grand-chose. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les prélèvements automatiques, même s'ils viennent en juillet, ils sont comptabilisés en janvier. Donc il y en a quand même quelques-uns qui sont comptabilisés en janvier, mais qui sont au cours de l'année. Mais vous voyez qu'il y a une offensive cotisation qu'on doit mener chaque année pour convaincre. Et le fait que les gens payent leurs cotisations, enfin les membres payent leurs cotisations à la fin d'année, montre véritablement que ce n'est pas une cotisation transactionnelle. Ils n'achètent pas un service, parce que si vous achetez un service en décembre pour quelque chose qui... Voilà. C'est vraiment une conviction. Ils y croient. Les membres qui nous soutiennent croient en notre objet, en notre démarche. Et là, vous avez, au cours des dernières années, vous voyez, les 3 dernières années en particulier sont des soutiens, marquent un soutien qui est très fort. Et alors... on pourrait dire, bon, c'est un petit peu baissé par rapport aux années présentes, mais en fait, c'est parce qu'on accorde des réductions, en particulier aux jeunes diplômés. Et vous voyez, l'effort qu'on fait en fin d'année a quand même un impact qui est très important, puisqu'on ne l'a pas fait en 2022, et on voit l'impact. Donc ça, c'est très bien. Et puis, une autre chose qu'on a regardée, c'est la cotisation par promo. Et là, ce qui ressort très fortement, c'est que quand on a... alors, ça peut marcher dans les deux sens, hein, c'est-à-dire quand on a un membre d'une promo qui est membre du conseil d'administration de Spécialuni, tout de suite, ça donne... Vous voyez, c'est ceux qui sont en vert. En vert, c'est... cette promo a un membre du conseil, a un de ses membres au conseil d'administration de Spécialuni, aujourd'hui ou dans un passé extrêmement récent. Donc on voit bien que l'engagement au sein de la gouvernance de l'association est un moteur. Et puis il y a une chose qui est très positive, c'est qu'on voit qu'au
auprès des jeunes promotions, on n'a pas de déficit de cotisation. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. En fait, quand je vous présente ces diapos, il faut aussi mesurer le fait que ce soit à la fois sur le prélèvement automatique. On a 60% aujourd'hui des cotisations qui sont des prélèvements automatiques. 60% de nos membres cotisants nous disent « vous avez le droit de prélever la cotisation sur mon compte en banque chaque année ». Et en particulier, quand c'est des jeunes diplômés qui s'engagent là-dedans, c'est extrêmement fort comme message pour nous. Et ça, c'est exceptionnel dans le panorama des associations d'alumni. Mais aussi, le fait que les jeunes promos soient engagés est aussi quelque chose qui est fort. Je vous donne un exemple qui est certainement un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment atypique, mais j'étais au téléphone avec le président de l'ENSAE Alumni, l'ENSAE qui est une petite école. Ils en sont à 2% sur les jeunes promos cotisation. 2%. Voilà. Donc ils ont un... Nous, jusqu'à présent, on n'a pas eu, on n'a pas ça. Donc ça, c'était pour la gouvernance. Sur les finances, donc cela, notre trésorier en parlera un petit peu plus, bien évidemment, ensuite. Hein. Mais c'est vrai qu'on reste dans cette démarche, dans ce cycle où on a un excédent d'exploitation, mais cette année, il y a une provision qui est prise pour un placement qui est en baisse. Et puis, comme je le disais, même si on a un excédent d'exploitation, on n'a probablement pas un excédent suffisant pour réembaucher. Et donc, la question, la priorité d'augmenter, d'accroître les ressources de l'association, ça devient important. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont explorées. La question qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on a 60% de nos cotisations qui sont en prélèvement automatique, le montant de la cotisation est un peu figé. C'est-à-dire que si on voulait augmenter la cotisation, le montant de la cotisation, il faut qu'on refasse chaque prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'on a l'autorisation de débiter 72 €, mais pas 92 €, donc il faut qu'on le refasse tous. Je regarde si des fois il y a une question. Non, voilà. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est augmenter le nombre de cotisations et le nombre de donateurs. Et puis, on a d'autres pistes sur la publicité, on a des pistes sur l'aspect fiscal, etc. Voilà. On pourra en reparler, bien évidemment. Alors, vous savez que l'association, en termes opérationnels, il y a 4 domaines d'activité. D'ailleurs, le vote, par la suite, on vous propose de reconduire ces 4 domaines d'activité. Dans le domaine emploi-carrière, qui est mené aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant par Jean-Yves Moïse, et Jean-Yves a vraiment cette année repris certains projets qui étaient menés par Élodie Chedan, qui n'avait pas renouvelé son mandat l'année dernière. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à Jean-Yves qui a vraiment repris des choses qui étaient, et qui a réussi bien sûr à les poursuivre. Le point qui est important peut-être pour l'emploi-carrière, c'est que cette année, on a mobilisé un nombre très important d'alumni pour faire des actions, et en particulier, je pense à la présentation des métiers, Isabelle, présentation des métiers au 142, aux élèves ingénieurs qui sont en 3e année, où il y avait 23 alumni. Le mentorat mobilise aussi beaucoup d'alumni. Donc, ça représente quand même une aide substantielle pour l'école. Et puis, ce qui marque le mandat dans ce domaine d'activité aussi, c'est le développement et la formalisation de la cellule d'appui à l'entrepreneuriat, en particulier sous la houlette de Jean-Baptiste, que j'ai vu tout à l'heure. Ah voilà, il est juste devant moi. Voilà. Donc, vraiment, d'avoir des processus et d'avoir un programme de plusieurs conférences dans l'année. Et dans ce groupe, des fils WhatsApp, etc., il y a aujourd'hui 2 membres de l'association qui ne sont pas membres du conseil d'administration, qui participent à cette cellule, peut-être 3, 4, voilà. Et donc ça, c'est un modèle qu'il faudrait développer et qui est exemplaire, c'est d'avoir dans nos actions et dans nos activités des membres qui ne sont pas forcément membres du conseil d'administration, mais qui participent et qui se sentent engagés. Donc ça, c'est important. Et puis la poursuite du mentorat, en particulier aussi sous l'impulsion de Patricia Renaud. Dans le domaine d'entraide des solidarités, alors là aussi, hein, on a sous la houlette d'Alice Boursier, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Et ce qu'on
voit par rapport aux années précédentes, c'est qu'aujourd'hui, les élèves ingénieurs et les jeunes diplômés ont bien compris que l'association donnait accordait, pour le coup, des prêts à taux zéro, et ils ont bien compris. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que les montants qu'ils nous demandent sont plutôt en augmentation. Ce qui est bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris que ce n'était pas des dons. Alors, en fait, l'idée, quand on est passé des bourses à des prêts, c'est que plutôt que de donner une bourse je caricature un petit peu, mais pas trop, plutôt que de donner une bourse de 500 euros, on préfère faire un prêt à taux zéro de 8 000 euros. Le levier n'est pas le même. D'accord? Et les élèves et les jeunes diplômés ont bien compris aujourd'hui cet effet de levier, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander des montants qui sont plus grands que ce qu'ils demandaient auparavant comme une bourse. Bien sûr, c'est un prêt, mais c'est un prêt à taux zéro, c'est-à-dire c'est nous qui assumons la perte de valeur due à l'inflation. Mais en tout cas, cette idée-là, elle est bien intégrée aujourd'hui. Et puis cette année, on a eu une charge de caution logement, c'est-à-dire que l'association a payé 1 300 € à BNP Paribas, parce qu'il y a eu un état des lieux, etc. Comme vous le savez, l'association est caution logement d'un certain nombre d'élèves à la résidence, et tout ne se passe pas des mieux à la résidence. De toute façon, voilà. Et bon, on a eu cette charge cette année. Le point qui est important, c'est que la question du logement des élèves ingénieurs est une question qu'il faudra résoudre dans les années qui viennent. Animation du réseau, donc c'est Nathalie Voilà, Nathalie Mosquet qui gère l'animation du réseau. Donc, on a eu un nombre record d'événements. En fait, je n'ai même pas essayé de les compter, il y en a tellement que... Voilà. Et on est presque à la limite dans le sens où il y en a tellement qu'on a un peu de mal à la communication qu'il faut faire pour chacun, etc. Bon. En tout cas, ça c'est bien sûr extrêmement positif. Notre plateforme iBright, donc là je veux dire quelque chose qui est positif, c'est qu'elle nous aide vraiment sur l'organisation des événements, à la fois sur l'inscription, sur la gestion des inscriptions, les rappels, etc. On utilise Zoom. Alors ça c'est un point qui est important aussi, c'est que maintenant pour tous nos événements on fait appel à Stéphane Meyer, qui est juste là, vous pouvez le saluer d'ailleurs, merci Stéphane, pour faire à la fois un reportage photo et une captation vidéo, pour pouvoir ensuite mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube, et j'ai mentionné Zoom aussi, nos événements sont accessibles via Zoom en direct. L'idée derrière tout ça, c'est de rendre nos événements accessibles aux alumni qui sont en région ou à l'international. D'ouvrir vraiment, de casser un petit peu cette image d'association parisiano-parisienne. Voilà. Et donc, vous allez sur notre chaîne YouTube aujourd'hui, vous allez retrouver tous nos événements. Il y a un autre aspect de ça, qui est le fait que c'est ouvert au grand public. Et en fait, ça, on espère pouvoir s'appuyer là-dessus pour demander un rescrit fiscal dans l'année qui va venir, pour récupérer la notion d'intérêt général de l'association, du fait que ça soit ouvert au grand public et qu'on fait ces captations vidéo, etc. Enfin, plein de choses, il y a d'autres choses. Ouais. Donc Jumeo, c'est l'album photo, et puis YouTube, voilà. Une chose aussi qui commence à prendre forme, c'est qu'on a ces événements de promotion récurrents. C'est-à-dire là, par exemple, le 24 juin, on a le cocktail d'envol de la 141 et on invite les promotions qui sont sorties il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est-à-dire la 131, la 121, etc. Et en fait, je ne sais pas Lilou, d'ailleurs, il y a quelques Lilou et 141 là-bas. Moi, je sais qu'il y a des 141 qui m'ont dit « Ah, mais oui, les 131, on les a vus quand on est arrivé à l'école, parce qu'on a fait un cocktail d'intégration. » D'accord? Et donc, on fait des cocktails de sortie et des cocktails d'intégration en juin et en septembre. Et ces promotions se rencontrent de ce fait-là tous les 4 ans, puis 6 ans, puis 4 ans, parce qu'après ça va être la 151, etc. Et on voit se mettre en place cette connaissance à 10 ans, 20 ans, etc., où les gens, ah oui, mais oui, je t'ai vu il y a 4 ans, etc. Bon. Et ça, ça va être très très intéressant de voir comment ça se déroule sur le futur. Et puis on a aussi, alors vous savez que l'association soutient les réunions de promo jusqu'à 500 €. C'est en particulier Pascal qui s'occupe de ça. Donc si vous faites une réunion de promo,
Nous, on peut vous soutenir jusqu'à 500 €. Et cette année, on a décidé de faire la même chose pour les réunions de famille. Alors, les réunions de famille, c'est les réunions, vous savez que depuis, on n'a pas connu ça. Aujourd'hui, les élèves de première année, quand ils arrivent, ils ont un parrain ou une marraine, qui eux-mêmes ou elles-mêmes ont un parrain et une marraine, qui eux-mêmes, elles-mêmes ont un parrain et une marraine, etc. Et vous avez cette ascendance, comme ça. C'est ce qu'ils appellent les familles. Et là, par exemple, on a une réunion de famille où vous étiez 15 promos qui étaient réunis comme ça. Et ça, c'est très difficile à faire. Le maillage horizontal au sein d'une promo et avec les promos adjacentes, ça, c'est plus facile. Mais le maillage vertical à 10 promos, 15 promos de différence, ça, c'est vraiment difficile. Et ça a beaucoup de valeur pour nous, hein, puisque c'est dans l'objet de notre association, de relier les promotions anciennes avec les promotions nouvelles. Et donc, on a décidé de soutenir ça aussi. Dans le domaine de la communication, on a fait un gros push cette année grâce à Julien. Hein, c'est Julien Barrier qui soutient. Qui gère ça. Voilà, on a 130% d'abonnements sur notre compte LinkedIn. Alors, il y a une évolution, hein, vous savez, avec X Twitter pour des raisons idéologiques, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés vers LinkedIn, pardon. Et donc, ça nous a apparu comme étant un enjeu. Et donc, on a fait un gros effort. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a plus de 2000 abonnés sur notre compte Twitter. On a continué les lettres d'information. Ça demande énormément de boulot. Et il y a un vrai enjeu. En fait, on sait aujourd'hui recevoir l'information. On en reçoit tellement que la difficulté, c'est de l'organiser. Et en particulier, on s'attache beaucoup à l'équilibre homme-femme. Et il se trouve que souvent, on a plus d'informations qui nous viennent, qui mettent en avant des hommes. Et on a réussi à introduire, ou plutôt à mettre en place des mécanismes pour recevoir plus d'informations des alumnae. Mais voilà, cet équilibre fait qu'aujourd'hui, les lettres d'information demandent énormément de travail. On est une référence sur Instagram, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves et les associations d'élèves, et même celles de PSL, nous taguent sur Instagram et nous demandent, en fait, quand elles nous taguent, elles nous demandent de relayer leur information, ce qu'on fait. Hein, il y a quelques jours, il y a 2 jours, il y a l'Union PSL, hein, en particulier, pour donner un exemple concret. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment reconnu dans le paysage d'Instagram comme étant une caisse de résonance, comme étant un levier pour relayer l'information. Et puis les incertitudes sur la plateforme Ebright. Donc, vous savez qu'en 2019, on a migré à partir d'une plateforme qui était faite en interne, en particulier par Nicolas Grécas en 2005. Et en 2019, on a migré vers cette plateforme Ebright, qui est une plateforme de gestion professionnelle de communauté, qui à l'époque était une start-up, et qui maintenant est une entreprise qui cherche peut-être un peu plus à gagner d'argent. Et donc, on a un vrai sujet. Alors, ils ont annoncé en début d'année qu'ils allaient augmenter notre abonnement de 5% par an chaque année. Nous, nos cotisations n'augmentent pas de 5% par an chaque année. Donc, il y a un vrai sujet financier à terme, hein, quand même. Et puis, sur l'aspect de robustesse technique aussi, on a des interrogations. Et on est en train une autre association de l'Alumni qui utilise Ebright, c'est Arts et Métiers Alumni, qui sont beaucoup plus gros que nous. Et on a d'ailleurs une réunion demain pour en parler, pour essayer de voir comment on peut mieux gérer ça. Donc, il est possible qu'on migre vers une autre plateforme, mais ça serait à l'horizon 2027-2028. Il n'y en a pas 500 des plateformes, il n'y en a que 3. Hein. Il y a Ebright, Adminforce et Eudonet aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le rapport moral, et ça sera la résolution sur le bulletin. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur le rapport moral? Très bien. Ça, je vais te donner la parole pour le rapport financier. Merci Sylvain. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, on va passer aux chiffres. Et je vais commencer donc par le rapport de la Commission des finances. Donc, je vais commencer par le rapport de la Commission des finances. Donc, la Commission des finances, donc, c'est un rapport qui est très important. 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 Donc, c'est un rapport
et solidarité. Alors, deux parties. Première partie sur le résultat. Donc, comme Sylvain l'a mentionné, on a un résultat d'activité qui est positif en 2025, donc plus 3 183 €. Vous avez à côté l'historique des produits et des charges année après année. Donc vous voyez qu'on se situe dans la tendance des années précédentes. Une rentabilité des produits financiers de plus 1,55%. Quelques points intéressants dans le résultat. Donc une subvention aux élèves de 21 000 € qui inclut les 10 000 € du gala de 2025 qui a lieu en février 2025. Des activités notamment qui ont beaucoup progressé en termes de finances, qui étaient les soirées entrepreneuriat, donc 4 200 € sur la journée des métiers au mois de janvier et les différentes soirées entrepreneuriat. Donc ça c'est une nouveauté en 2025, c'est l'augmentation sur ces activités, et qui est une très bonne chose. 3 numéros du 10 rue Vauquelin, un annuaire 2025 qui est paru avec un produit qui est de 4 000 €, et puis différents types d'événements. Donc j'avais à peu près le même type de slide l'année dernière avec les différents événements. Sylvain a parlé de plusieurs d'entre eux. Vous voyez d'autres exemples de nos activités. Alors ça, c'était donc sur vraiment l'activité 2025. En parallèle, ce qui s'est passé, c'est que sur nos placements, on a des variations, et notamment, globalement, on se situe, donc ça c'est une slide que je ne présente pas forcément dans le détail chaque année, mais là j'ai vraiment voulu vous montrer la diversité de nos placements. Donc vous avez ici les fonds qui constituent les fonds de l'association. Donc c'est tout ce qu'on gère depuis 140 ans et qui nous permet en fait d'avoir un revenu financier en plus des revenus qui viennent des cotisations. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une force de frappe, je dirais d'une certaine façon, en tout cas une assise qui nous permet donc d'impacter sur différentes missions de nos statuts et d'avoir donc ces fonds qui sont disponibles. Alors bien sûr, la plupart d'entre eux sont fléchés, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont prévus pour l'aide aux élèves, des fonds qui sont prévus pour l'aide au logement, et puis des fonds qui sont constitués année après année pour l'ensemble des activités de l'association. Donc ces fonds sont placés, vous voyez ici donc les différents types de placements. Il y a des fonds en euros, il y a des produits structurés, il y a des SICAV, des OPCVM, et puis il y a deux fonds qui sont sur la pierre, donc un qui s'appelle Géné-Pierre, qu'on a depuis une dizaine d'années, et puis un nouveau qu'on a acquis il y a 2 ans. Comptablement, lorsqu'on se retrouve en négatif sur certains de ces fonds, il faut qu'on applique la moins-value sur nos résultats lorsqu'il s'agit d'une moins-value qui est significative et qui est marquée sur la tendance des années l'année dernière et qui ne va pas revenir à l'équilibre tout de suite. Et c'est le cas pour l'un d'entre eux, notamment, donc Géné-Pierre, où depuis 2022, on a eu une baisse de ce placement, et on est donc contraint comptablement d'appliquer cette baisse sur notre résultat. Alors voilà un petit peu un détail sur ce placement. Donc il s'agit en fait d'immobilier locatif et principalement de bureaux en Île-de-France. Et donc c'est un marché qui se stabilise actuellement. Donc les évaluations pour 2026 sont sur une stabilisation de la situation de 2025. C'est un placement qui nous rapporte chaque année des dividendes. Donc vous voyez l'ensemble des dividendes qu'on a perçus depuis 2016 et la chute sur les 2-3 dernières années qu'on doit inscrire à notre compte de provision. Donc le résultat, alors ça c'est
des détails sur la situation de l'immobilier locatif des bureaux. Et donc le résultat final pour 2025, c'est un résultat qui prend en compte cette provision exceptionnelle. Alors, je vais passer maintenant au bilan des comptes. Donc, notre portefeuille, dont je viens de vous montrer le détail, a pris globalement plus 1,1%. Il recouvre à peu près l'ensemble de nos fonds propres. Donc la plupart de nos fonds sont placés sont dans ces placements, et pas seulement sur un fonds courant. Et puis, du fait de cette provision, on a une diminution de 814 à 777 kg € de l'ensemble de nos fonds propres. Comme chaque année, on propose d'imputer donc ce résultat sur un fonds libre qu'on appelle le fonds associatif. Dans le bilan aussi, on en profite pour vous montrer l'encours des prêts. Donc, vous voyez ici un grand historique sur les 12 dernières années des prêts qui sont consentis par l'association et qui se montrent depuis effectivement qu'on est passé à une formule de bourse à une formule de prêt à globalement 120 000, 130 000 € donc, de prêts en cours aux étudiants et aux anciens élèves de l'école. Dans le détail du résultat, on retrouve donc les différentes commissions. Vous avez dans les diapositives le détail donc, de 2024, ce qu'on avait budgété pour 2025 et ce qui a été réalisé pour entraide et solidarité, emploi carrière, communication et digitale et l'animation du réseau, donc, qui sont de principales commissions. Je vais passer rapidement, à moins qu'il y ait des questions sur certains points. Les 4 premières lignes représentent ces 4 commissions. Ensuite, on a donc le fonctionnement de l'association. Vous avez donc le détail de combien nous coûte le site Bright, les détails aussi sur les abonnements, les serveurs, et puis et les frais divers de fonctionnement. Les charges exceptionnelles. Donc un total de charges pour 2025 en comptant dans cette provision de 116 792 €. Sur les produits, les cotisations donc, qui se répartissent entre cotisations à l'association et dons, et puis des reprises sur fonds statutaires. Donc on utilise par exemple le fonds des anciens élèves pour le prix du stage industriel, et pour les dons et secours qu'on peut être amené à faire au cours de l'année. Et ce fonds associatif sur lequel on impute les résultats est aussi utilisé depuis 4 ou 5 ans maintenant pour financer une certaine partie de nos soirées. Nos soirées, réceptions, événements de l'association. Donc, le résultat présenté, donc, la somme de ces produits d'échange. Alors maintenant qu'on a ce résultat, quel est le budget pour 2026 ? À quoi s'attendre pour l'année 2026 ? Alors, il est déjà entamé. Vous voyez qu'on reste sur des chiffres qui sont assez similaires à 2025, et avec l'anticipation de certains événements annoncés ou provisionnés en attendant d'avoir plus de détails, déjà sur l'ensemble de nos commissions, donc entraide et solidarité et des subventions aux élèves, par exemple. L'emploi carrière, là aussi, avec une ambition qui continue à être poussée sur cette commission. Donc, un budget total de 5 800 €, donc en augmentation. Communication et digitale, on anticipe donc une augmentation de notre abonnement à Bright, et ce qui explique les 6 300 € qui ont été mis en place pour le web. En animation du réseau, on prévoit donc
une journée hors les murs en 2026 et tout un ensemble encore d'animations thématiques. Donc certaines ont déjà eu lieu en début d'année. Voilà. Pas de surprise sur le fonctionnement. Et sur les produits, donc à nouveau les charges qui apparaissent là, et sur les produits, on construit le budget à produit constant. Donc on a toujours cet effort sur les cotisations à faire. Je n'ai pas inclus dans le budget ce que Sylvain a mentionné, c'est-à-dire de continuer à essayer d'améliorer les rentrées, notamment en termes de cotisation. Donc, même donc à ce niveau de produits, on arrive à peu près à l'équilibre avec un budget 2026 à plus 370 €. Voilà pour les détails de ces résultats et budgets, et donc qui ont été revus par notre commission des finances. Avez-vous des questions, des points à éclaircir? Alors, la question était sur les 32 000 €. Effectivement, c'est une provision pour moins-value. C'est-à-dire que on doit comptablement estimer que si l'association s'arrête du jour au lendemain, à la date actuelle, on doit provisionner donc cette baisse sur ce placement-là. J'avance. Donc ces comptes font l'objet d'une résolution, c'est la deuxième ligne de votre fiche de résolution. Le rapport fait aussi l'objet d'une résolution, le résultat également, et le fait que la Commission des finances et solidarités recommande d'imputer l'intégralité de ce résultat sur notre fonds associatif qui, alors je suis désolé, ça n'apparaît pas sur cette slide-là, je crois que ça apparaissait avant, qui passerait à... C'est là. Je l'ai raté. Qui passerait de tête de 177 000 € à 135 000 €. J'ai le détail, je vous le promets, mais effectivement, je n'arrive pas à le relire. Merci Sylvain. Donc il passerait de 169 466 € exactement à 137 320 €. Voilà. Ensuite, la résolution suivante, c'est de donner quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'association. Voilà. La résolution suivante, maintenant on passe à 2026, donc d'avoir la liste des domaines d'activité telle qu'elle est présentée ici, donc c'est la même que les années précédentes. Ensuite, c'est sur le budget, donc le budget pour l'exercice 2026. Enfin, je crois qu'on arrive sur la fin. Le conseil d'administration vous propose donc de reconduire pour l'exercice 2026 une commission des finances et de solidarité qui se compose de la façon suivante. Donc Christian, Henri-Dominique, Vincent et Nelly, donc 4 membres de cette commission. Et je crois que la suivante, c'est sur les cotisations. Donc là, on passe sur l'année 2027. Donc on a le barème qui est proposé aujourd'hui, qui est identique au barème 2026 qui a été voté donc, en 2025 et qui se présente de la façon suivante, toujours avec un effort qui est fait pour induire les gens à utiliser le système SEPA.
Et donc, c'est la résolution numéro 9. Voilà, merci. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer et donc de remplir le bulletin et de le donner dans l'urne que va vous présenter, je ne sais pas, Fabrice, c'est toi qui l'as ou... C'est Nathalie, voilà. Ce que je vous propose, c'est d'avancer parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc, la diapo suivante vous rappelle que, bien évidemment, merci beaucoup pour votre soutien pour 2026, donc la cotisation 2025. Et si vous voulez avoir votre droit de vote pour l'Assemblée générale 2027, il faut nous soutenir en 2026. Et puis, vous pouvez aussi soutenir l'école avec les taxes d'apprentissage. Voilà, je crois que la plateforme va être bientôt ouverte. Et en fait, je me demande si on ne va pas passer directement au prix. Est-ce que Lilou est là, Hugo est là? 42. Voilà, donc je vais donner la parole à Vincent Marais, qui est président du jury des 3 prix du stage industriel, depuis 2017 d'ailleurs. Et donc ça fait partie justement des actions qu'on a, nous, SPC Uni, pour valoriser les relations et surtout cette étape de la formation d'ingénieurs SPC qui est déterminante, en particulier pour les élèves, pour choisir leur carrière, etc. Merci Vincent. Merci Sylvain, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de me retrouver, pardon, je vais dans le mauvais sens. Oups, je révèle déjà mes résultats. À nouveau parmi vous aujourd'hui. Alors les résultats, cela dit, sont révélés, mais on les connaît puisqu'ils ont été publiés largement sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le détail des résultats, je voudrais saluer les membres du jury, puisque je suis effectivement président du jury, mais en fait, l'essentiel du travail incombe à un collectif. Et je vais demander à ceux d'entre vous qui êtes présents ou présentes dans la salle, donc Olivier, je te vois, Corinne, de me rejoindre sur scène, puisque le jury comprend des anciens et des anciennes élèves. Donc Kalina, Dominique et Marie. Alors, elles sont à distance. Je ne sais pas, Sylvain, si on peut les faire apparaître au moins brièvement à l'écran pour leur faire un petit coucou, je ne sais pas. On va essayer. Alors, voilà, donc on voit déjà. Ah voilà, faut que vous allumiez. Alors je pense que Dominique, Marie, alors Kalina, elle est dans un train, donc elle ne doit pas être visible, mais Dominique et Marie, donc Dominique Elio, 115e, qui est directrice de la recherche chez Michelin, et Marie Lamblay, de Saint-Gobain, qui vont apparaître sur votre écran. Mais sans plus tarder, je voulais... Bon, bah, écoute, c'est pas grave, on va passer aux résultats. Elles sont avec nous par la pensée. Alors, le premier prix du stage industriel, puisque nous remettons 3 prix en effet, a été attribué à l'unanimité des membres du jury à Lilou Jacques, à qui je vais demander de me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements évidemment. Bonjour Lilou.
Bravo à toi. Donc, Lilou, tu as réalisé ton stage chez Saint-Gobain, au centre de recherche de Herzogenrath en Allemagne. J'espère l'avoir bien prononcé. Ton travail dans le domaine de la santé a porté sur la prévention des risques de contamination par les cathéters, donc un sujet très important, en développant des revêtements polymériques pour éviter l'adhésion des bactéries. L'approche de Lilou a été impressionnante par la pluridisciplinarité des travaux que tu as menés, dépôt par plasma, nombreuses techniques de caractérisation et même, ce qui est très intéressant, on voit de plus en plus se développer parmi nos étudiants, une étude socio-économique approfondie du marché des cathéters et de l'analyse des risques. Tu as même un dépôt de brevet qui est en cours, tu nous en diras peut-être des nouvelles, il a peut-être été validé depuis. Autant d'éléments qui t'ont permis de renforcer ta confiance en toi. Alors ça, c'est très important. On voit que les étudiants, avant et après le stage industriel, c'est ce que vous nous dites. Hein. Nous, évidemment, on vous croit sur parole. Vous gagnez en confiance en vous, et ça, c'est je crois, très important pour aborder la vie professionnelle. Tu nous as tous impressionnés. Tu as impressionné le jury par ton excellente compréhension de l'environnement industriel. Ça, c'est aussi très important. Bien comprendre le milieu dans lequel on est plongé, en bon physicien et en bonne physicienne. Et puis, la grande intelligence relationnelle qui a transparu dans tes propos, parce qu'une entreprise, c'est un organisme vivant, avec tout un tas de molécules qui s'agitent, qui interagissent les unes avec les autres, et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Tu as été, qui plus est, lauréate d'une bourse d'excellence de la chaire Saint-Gobain, et tu envisages, je crois, de t'orienter vers la recherche académique, et tu es très attaché au travail de laboratoire. Voilà. Bravo à toi, et je te passe tout de suite la parole, peut-être pour que tu nous dises ce que tu as pensé de ce prix, et puis peut-être où tu en es, comment ont évolué les éléments que j'ai rassemblés, mais qui datent un petit peu déjà du mois de décembre. Merci beaucoup déjà, merci beaucoup à SPCI Alumni pour ce prix. Pour faire un petit peu un point d'où j'en suis, du coup, j'ai poursuivi mes études avec un Master 2 de spécialisation en chimie moléculaire et je suis actuellement revenue aux sources puisque je suis en stage à l'ESPCI. Et oui, quand on aime l'école, on a du mal à la quitter. Mais je travaille donc au laboratoire C3M où j'ai continué d'avoir une approche autour des hydrogels puisque je m'intéresse à la synthèse d'hydrogel autoréparant et injectable. Et j'aime tellement ça que j'essaye de continuer en thèse, vu que j'ai passé le concours ce matin pour l'école doctorale et croiser les doigts à pouvoir continuer dans ce laboratoire qui me plaît beaucoup. Donc là-dessus, c'est très chouette. Au niveau de Saint-Gobain, malheureusement, j'ai peu de contact encore avec l'Allemagne puisque l'équipe dans laquelle je faisais partie a été dissoute. Il y a eu beaucoup de restructuration entre-temps. Mais je garde quand même des contacts avec des amis que je me suis fait sur place. J'ai même les 30 ans d'un ami le week-end prochain. Donc comme quoi, ça a beau être un stage de 5 mois, on crée des amitiés qui durent et des liens qui durent. Et donc ça fait plaisir de savoir qu'on a toujours une petite place dans l'entreprise et toujours un petit lien avec eux. Merci beaucoup Lilou. Peut-être Corinne et Olivier qui étaient présents dans le jury, vous avez un petit mot à dire soit sur Lilou, soit sur cette expérience vécue. Oui, merci Vincent, bravo Lilou en tout cas. Enfin, moi, c'était ma première expérience en tant que membre du jury de ce stage industriel des alumni. Mais comme le disait Vincent, on a été vraiment impressionnés par votre parcours. Lilou, c'était quelque chose qui nous a tous, je veux dire, collégialement réunis. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur le fait d'être affilié. Je dirais la même chose. Alors effectivement, elle est dans mon laboratoire actuellement. Et c'est à cheval sur notre équipe, deux équipes du labo sur lesquelles elle postule en thèse. On espère très très fort qu'elle puisse rester, puisqu'elle va travailler avec Amandine Guérini, qui est aussi une ancienne élève de l'école, et qui est maintenant maître de conférence donc à l'ESPCI, qui devrait encadrer Lilou. Et modestement, je co-encadrerai, mais de loin en fait. Voilà, c'est l'idée. Mais ça va marcher.
Merci beaucoup. Et on voit un autre type de famille qui se distingue avec les élèves qui s'encadrent les uns les autres. Eh bien, merci beaucoup Lilou. On t'applaudit à nouveau. Alors, Sylvain a-t-il réussi à faire des miracles? Ah, alors Raquel, si tu nous entends, il faudrait que... Voilà, la voilà Raquel. Bravo. Raquel, bienvenue, je crois que tu es à Berlin, en tout cas, tu es dans une magnifique bibliothèque, j'ai l'impression. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler? Oui, je vous entends, oui. Ah. Je suis à Munich, chez mes parents. À Munich, pardon. Excuse-moi de cette aléa géographique. Donc Raquel, nous t'avons collectivement, et encore une fois à l'unanimité, attribué le second prix du jury d'un montant de 1 500 € pour ton stage qui s'est déroulé à Göteborg, ce n'est pas en Allemagne, c'est en Suède, dans la société biotechnologique Fluicell, qui est une plus petite structure que Saint-Gobain, et tu as travaillé sur le développement d'une plateforme de test de cardiotoxicité. On voit combien nos élèves, nos jeunes, sont sur des sujets importants et presque, on pourrait dire, vitaux, hein, puisque de plus en plus, on voit l'interface entre la biologie, la physique et la chimie. En tout cas, moi, j'ai vu cette évolution dans les dernières années. Donc, ton stage, Raquel, a consisté à mettre au point une technique de suivi visuel des battements de cardiomyocytes. Et tu as également géré l'utilisation de pipettes microfluidiques, ce qui est la spécialité de l'entreprise qui t'accueillait, pour des tests à haut débit sur de petites quantités. Alors, haut débit, petite quantité, évidemment, ça permet un grand rendement, mais c'est très compliqué. Ta capacité à t'adapter et à gérer l'interdisciplinarité, toi aussi, hein, tu étais dans un sujet particulièrement multidisciplinaire, a été particulièrement salué par le jury. Tu as un profil très complet, un profil international, on aime ça, dans le jury du prix du stage, et tu es finalement une ingénieure, avec un E, européenne, dont la clarté et la précision de présentation orale ont été vraiment un modèle qui nous a tous frappés dans le jury. Tu envisages de faire une thèse en biotechnologie, plutôt industrielle de ton côté, mais tu vas nous raconter tout ça. Et puis pour la localisation, c'est l'Europe, évidemment, mais peut-être pourras-tu nous en dire un petit peu plus. Voilà Raquel, je te passe tout de suite la parole pour que tu nous dises où tu en es de ton parcours. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ESPCI, à l'ESPCI Alumni pour ce prix. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup aussi donné confiance en moi. Je suis très contente que aussi, surtout, ma présentation ait eu un tel retour positif. Donc là, actuellement, je suis en 4A, je fais une thèse de master en biophysique à l'Institut Max Planck de biochimie, qui est à Munich. Voilà. Donc ça, je vais terminer cela cet été. Et à partir d'automne, je vais commencer un parcours de 4 années à l'université de Cambridge qui va me permettre de... Alors c'est un programme sur la technologie de senseurs et le but va être de développer un biosenseur. Donc en effet, je reste dans le domaine de la biotechnologie avec cette idée d'applicabilité de la recherche. Voilà. Merci beaucoup Raquel, et on voit que les portes des plus grandes institutions, des plus prestigieuses institutions s'ouvrent à nos élèves grâce à leur parcours. Ça, c'est aussi tout à fait rassurant. Corinne, Olivier, un petit mot? Oui, alors je refélicite Raquel. Il se trouve que j'étais aussi marraine de stage en fait de Raquel, donc j'ai lu ses rapports. J'ai pas du tout influencé. Non, alors, dans le rapport, en fait, tout à l'heure, tu as dit que c'était très pluridisciplinaire. C'était aussi très multifonctionnel parce que, en fait, lire son rapport socio-économique, c'était comme une petite entreprise. C'était un peu le bazar, en fait, hein, c'est ça que j'ai bien compris, et qu'il fallait savoir tout faire. Donc, je pense qu'elle s'en est bien sortie, et, parce qu'elle est très dynamique et elle a peur de rien. Et c'est vrai qu'elle a
bien que c'était compliqué, parce que c'était pas comme dans une grande entreprise où tout est bien structuré, là il fallait vraiment faire face aux problèmes au quotidien, elle a gardé malgré tout le moral, elle est allée au bout de son sujet, et elle a sorti effectivement, la présentation était extrêmement pédagogique, c'était... Si vous voulez un jour venir faire de l'enseignement, il n'y a pas de problème, vous l'accueillera. Voilà. Bravo. Oui, juste très rapidement, enfin, je me souviens au mois de décembre, en fait, c'est la dimension du parcours international et puis en fait ce prolongement maintenant en Grande-Bretagne pour la suite de votre parcours. Donc vraiment félicitations à vous pour ce prix. Merci beaucoup, on l'applaudit à nouveau. Le troisième prix, c'est à Hugo Leroux qu'il est attribué. Alors je demande sous vos applaudissements de l'accueillir. Hugo, qui est venu avec une équipe de supporters. C'est bien. Hugo, tu as fait ton stage au CEA à Marcoule dans le cadre d'un projet France 2030. Ça, c'est aussi intéressant de voir qu'on est dans des sujets industriels. Hein. Je préside aussi le comité industriel et on sait qu'il faut renforcer les liens entre l'industrie et nos écoles. Tu as contribué au transfert de technologies dans le domaine de la synthèse de nanomatériaux métalliques en développant un algorithme d'optimisation bayésienne. Alors, on n'entrera pas dans les détails ici, mais tu pourras répondre aux questions lors du pot pour contrôler une puce microfluidique, toi aussi décisément, permettant la convergence très rapide des résultats. Donc cette intégration des sciences numériques de microfluidique illustre la richesse de ton approche et nous avons beaucoup apprécié ta prise d'initiative que tu nous as décrite et ta première insertion réussie dans le monde professionnel qui t'a positivement surpris. Parce que tu nous as dit que tu ne t'attendais pas à cet aspect positif. C'est aussi ça le rôle du stage industriel, c'est il faut aller au contact du terrain et se faire sa propre idée, ne pas se fier à ce que racontent les autres. Et donc, tu souhaites poursuivre vers la biophysique dans le cadre d'une thèse publique ou privée. Vous ne savez pas encore, mais peut-être en sais-tu plus aujourd'hui. Merci Vincent et merci aussi à tous les membres du jury parce que vous m'avez vraiment mis à l'aise. Donc merci pour votre bienveillance. Merci à l'association aussi pour avoir tenu ce prix-là. Et sinon, oui, donc je compte continuer en thèse l'année prochaine. En fait, donc cette année, j'ai continué dans la microfluidique. J'étais en fait dans ce bâtiment-ci à suivre le master, le M2 microfluidique, encadré par PSL. Et là, je suis en stage actuellement avec Viver, avec Mathilde Dressa, donc encore comme nous, toujours à l'SPCI. Et je vais continuer dans la même équipe en thèse. Donc sur le sujet, ça va être sur la séparation liquide-liquide et les premiers instants de la nucléation. Voilà. Merci encore. Bravo à toi encore, Hugo. Merci beaucoup. Alors très rapide, donc Hugo, ça m'a fait très plaisir de le voir en fait dans le jury, parce qu'en fait Hugo, on se connaît de très longtemps. Il était étudiant au CPES et je l'ai eu comme étudiant en polymère la dernière année avec Hélène Montes. Donc voilà, c'est un peu particulier. Et puis je vous ai fait passer les admissions sur titre, on a fait l'entretien et le jour de l'entretien, il y avait une panne d'électricité chez vous. Votre internet ne fonctionnait pas, donc on a correspondu par mail pour se dire on se donne rendez-vous plus tard. Et je suis très contente en fait que vous ayez réussi à passer au travers de toutes ces épreuves, ce qui montre et sans vous démonter, et ce qui prouve que vous pouvez aller très très loin. Bravo. Oui, bravo en tout cas Hugo pour ce prix. Moi, c'est la prise de confiance que vous avez pu nous exprimer lors du jury. Et ça, on a retenu ça et ça va exactement dans la même veine que vient d'expliquer Corinne. Voilà, bon, félicitations. Merci beaucoup et ça nous fait très plaisir aussi de voir des admis sur titre dans ce prix. Alors voilà, le moment de la conclusion est venu. Ce que je propose, c'est qu'on fasse apparaître aussi la photo de Raquel derrière moi pour qu'on fasse une petite photo de famille à la fin. Mais quand même, je voulais dire ce petit mot de conclusion. Lilou, Raquel et Hugo, vous nous avez montré combien le stage industriel offre aux élèves d'excellentes opportunités de mettre en action, vraiment de mettre en action les connaissances que vous avez acquises à l'école et surtout d'approfondir la réflexion et même la découverte d'un monde qui vous est encore largement étranger, celui de l'industrie. Vous avez tous souligné les atouts différenciants de votre formation. Pluridisciplinarité, aisance manipulatoire, c'est revenu dans tous
les stages et les rapports. Adaptation à tout type de sujets scientifiques et industriels. Vous pouvez vraiment aborder tous les sujets. Vous pouvez avoir confiance en vous pour faire ça. Vous êtes engagé, vous êtes déterminé, vous êtes pédagogue. Et ça, j'allais dire, ça s'accroît au fur et à mesure des années. Et bien sûr, vous êtes innovant. Vous avez cette année porté les couleurs de l'école dans 5 pays d'Europe et du monde. La France, les USA, le Japon, la Suède, Allemagne sont les 5 qui étaient retenus pour l'oral. Votre talent et votre enthousiasme seront précieux pour relever les grands défis sociétaux qui nous font face. Je voulais aussi remercier Juliette et Nathan, qui malheureusement n'ont pas eu de prix. Ça, c'est la loi des concours. Le choix était très difficile, mais vraiment, vous avez fait aussi de très beaux stages, et tous ceux qui ont concouru. Et puis, bien sûr, le jury. Voilà. Merci beaucoup. Merci à ESPCI Alumni, et un grand bravo à tous. Merci beaucoup. Vous venez là, comme ça, voilà. Au milieu, c'est les vedettes. Par contre, la Raquel, c'est génial. Avancez un tout petit peu. Là. Ok. Là. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 2 résultats d'élection à annoncer. Merci beaucoup. Bonne continuation et puis bonne fin d'août. Voilà, donc d'abord les résolutions portées au vote. Donc là, ça va être très simple, c'est toutes les résolutions ont été approuvées à l'unanimité, sauf le rapport moral du président. Alors il y a 34 votants en tout cas, donc, sauf le rapport moral du président où il y a une voix contre et une abstention. Voilà, donc ça c'est pour les résolutions. Et pour le résultat des élections, donc sont élus Julien Barrier, Anna Cizaruc, Aurore Collet, Pascal Delbourgo, Dora Elabed, Slack Efi, Éric Rouillet et Bénédicte Saltin Lassalle. Alors, vous savez que c'est un moment qui est toujours un peu difficile, mais on veut vraiment que tout le monde reste motivé, comme je l'ai déjà mentionné. Il y a plein de choses à faire au conseil d'administration, et la composition du conseil d'administration est malléable au cours du temps. Voilà. Je vous remercie. Alors, je voudrais saluer Emmanuel Gouillard qui est parmi nous, et c'est vraiment une grande chance de l'avoir. Mais en fait, Vincent, je crois que c'est la dernière possibilité d'intervention de Vincent à cette Assemblée Générale. Et Vincent est un ancien élève, hein, comme vous le savez, et Vincent m'a proposé, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, de prendre un petit peu la parole pour nous parler de l'école, des travaux. Donc Vincent, je te donne la parole pendant quelques minutes. Merci Sylvain, parce que plus tard, bonjour à tous. J'ai profité on a eu beaucoup de discussions au cours de ces mandats avec Sylvain, et Sylvain me disait qu'il y avait aussi des inquiétudes sur l'avenir de l'école. Et donc je voulais d'une part faire un petit bilan de ce qu'il en est, et comment aussi amener ce que Emmanuel va devoir rencontrer, et puis en même temps aussi essayer de vous rassurer, si je peux, sur l'avenir, même si actuellement les conditions générales, j'ai envie de dire, ne sont pas toujours très favorables, comme vous pouvez le constater, et en particulier d'ailleurs dans le milieu national. Donc, excusez-moi, j'ai rassemblé des transparents assez rapidement à partir de différents éléments. Pour revenir donc un tout petit peu sur ce qui a pu être fait et ce qui nous reste à faire, parce que je crois que c'est le point qui nous intéresse, je crois qu'on peut dire assez simplement que l'école est en transformation, comme vous pouvez l'imaginer. Et effectivement, ce qui a marqué sûrement mon mandat, c'est mes 2 mandats et demi, enfin mon mandat et demi, pardon, c'est les travaux et les travaux de rénovation de l'école.
En gros, ils ont commencé juste avant que j'arrive, pendant mon tuilage, plus exactement, avec Jean-François Joanny. Et donc, depuis 2019, ils se poursuivent. On espérait qu'ils soient finis vers 2027, mais ils seront plutôt finis vers 2028. Voilà. On a eu donc, je vais revenir très très vite sur ce qui s'est passé, une année de Covid compliquée, avec une annonce de travaux beaucoup plus chers que prévu. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a eu beaucoup de chance, une discussion très constructive avec la ville, une aide un peu inespérée de France 2030, et finalement, on a un projet maintenu dans son périmètre originel, et les financements de la phase 1 et de la phase 2 sont acquis. Il reste des petits suppléments que Emmanuel va se charger de négocier, évidemment. Voilà, donc la phase 1, donc les nouveaux laboratoires qui sont particulièrement complexes est finie, et la phase 2 est bien lancée, et donc je crois que en 2028, on va avoir vraiment la chance, je le dis parce que parmi les autres directeurs de BSL, je crois que on est les seuls à pouvoir dire, je dis ça avec Emmanuel, on est les seuls à pouvoir dire que l'immobilier pour nous, le seul problème, c'est qu'il y a des travaux en cours. C'est effectivement un peu gênant, mais je pense qu'on va avoir à la fin de 2028 une très belle école. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Je vous rappelle en 2 mots le projet. Donc la phase 0, je l'oublie. La phase 1, c'est la construction donc, du bâtiment recherche en vert au milieu. Et donc on est actuellement donc, dans la phase 2. Et donc dans la phase 2, c'est la construction... ça marche, le bâtiment. Donc, pardon. Excusez-moi. Oups. Du bâtiment couronne. Ah voilà. Donc le bâtiment couronne qui est ici, en vert plus foncé, qui est en cours. Et j'ai essayé de vous montrer quelques photos de ça. Vu de dessus, donc, je vous rappelle un tout petit peu le principe. Le bâtiment en bleu est celui qui a été construit, donc le bâtiment de recherche. Et le bâtiment en vert clair, donc c'est celui qui est de la phase 2. Et j'en profite pour montrer les bâtiments en gris qui pourraient être une phase 3 qui implique le projet PCTech dont j'ai essayé de parler rapidement à la fin. Voilà. Alors, la phase 1, vous la connaissez, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Vous avez vu les laboratoires après l'inauguration. Ce qui est nouveau, donc, c'est la construction de la phase 2 avec le principe de mettre l'entrée du côté donc, de l'école normale et du côté de la place Kassler. Donc ça, c'est le projet. On n'est pas tout à fait là pour le moment, mais ça prend forme. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la complexité du système. C'est-à-dire que donc, vous avez vu que la façade a été tenue donc, des bâtiments existants et il y a une reconstruction. Là, c'est une photo déjà un peu ancienne qui va permettre de construire, en gardant ces murs, cette façade. Alors c'est un joli problème de travaux publics, puisque la façade est tenue par des chevalets jaunes, par exemple, et une des modifications qu'il y a eu par rapport aux plans initiaux, c'est que les chevalets pour la façade du côté de Kassler sont plutôt à l'intérieur, contrairement à ce qu'avait dit l'architecte. C'est une des complications qu'on a. Voilà, donc on voit ces chevalets à l'intérieur. Donc il y a un moment, on avait juste que ce mur qui nous inquiétait un petit peu parce que nous donnait l'impression d'une certaine fragilité. Voilà le mur complet. Voilà. J'ai quelques photos donc, qui illustrent un peu ce qui se passe. Ça, c'est les constructions en bas, donc du côté du bâtiment H, voilà, du côté de la rue, donc la rue Rateau. Voilà. Ça, c'est maintenant, donc aujourd'hui, la partie du côté de la rue Brossolette est complètement montée. Et donc, il reste encore 2 morceaux à peu près équivalents à faire. Voilà, et vous avez un aperçu très primitif des salles qu'on pourra avoir. Voilà. Ça, c'est vu du haut de la grue. Donc, vous voyez qu'on est ici presque... Alors, c'est presque la fin de... on est presque sur la fin de ce bâtiment-ci. Donc, cette partie-là est construite. La suivante, c'est celle qui va se faire du côté de la rue Rateau. Et la fin, ce sera donc du côté donc, de la place Kassler, avec là les amphis qui commencent déjà à être construits, à travailler en bas. Voilà.
Donc c'est quand même un très gros chantier qui prend forme. Voilà. Alors, je voulais faire quelques points de ce qui a été fait. Donc première chose, un des faits marquants de ce qu'il y a eu, l'école est vraiment dans la dynamique de PSL. Bon, ça nous donne une visibilité internationale, puisque PSL est dans tous les classements internationaux, très bien classé, au mieux que 50 dans les différents classements. Ce qui nous apporte la possibilité d'avoir des chaires de professeurs juniors qui sont données par le ministère. Théoriquement, on n'y aurait pas droit, mais par l'intermédiaire de PSL, on arrive à avoir droit à ça, au grand programme de recherche de PSL. Et puis, il y a un projet compétences et métiers d'avenir, le CMA Mercasto, qui joue un rôle très intéressant. Je suis assez content aussi que la recherche de l'ESPCI est reconnue à l'international. J'étais très content quand Steve Chou a accepté la proposition de présider notre comité scientifique international, puisque c'est quand même une personne qui justement montre justement l'importance de notre recherche. La transformation, on a opéré une espèce de transformation de la structure de l'organisation aussi. Bon, les premières choses qu'on a faites, c'est effectivement de rattraper l'accréditation qui n'avait été donnée que pour 1 an. Et puis, après, avec le Covid, on a pris le temps de réfléchir. Donc, on a établi une stratégie PC 2025 avec des ateliers participatifs. On a créé une direction d'appui à la recherche. La stratégie a été complétée par un contrat d'objectifs, de moyens et de performance qui s'étale jusqu'à 2026, qui reprend en fait les éléments de la stratégie, mais discute au niveau du budget de la mairie. On a créé aussi une mission d'égalité femmes-hommes, des référents de qualité de vie au travail, et on a lancé effectivement un gros engagement de l'école dans la transition écologique, avec pour but, on n'y est pas encore, d'obtenir le label des DRSE. Et plus récemment, on a augmenté en fait la connexion avec le milieu industriel en créant un comité dont Vincent est le président, comme il l'a fait remarquer précédemment. Sur l'information, un certain nombre de choses ont pu être faites. On a eu la chance, avec la LPR, d'avoir accès à un repyramidage à l'école qui était particulièrement nécessaire, puisque en fait, il manquait de postes de profs, et ça nous a amené 8 postes de professeurs pour 5 ans, donc de promotion, de maître de compte vers professeur, dont 7 sont actuellement pourvus, et parmi lesquels 4 femmes ont été pourvues professeurs. Le SPCI délivre maintenant les diplômes de thèse et de AGR. Le projet Mercasto, comme on va le voir, nous aide dans plusieurs actions. Entre autres à la création d'un nouveau master d'action, qui peut ramener une contribution financière à l'école, le lancement de la formation continue et de l'apprentissage. Corinne est tout à fait impliquée dans ce travail, la création du master Salesforce, et puis l'obtention d'un deuxième programme CoFund pour financer des thèses par l'Europe, cofinancer la moitié des thèses par l'Europe. Nous avons obtenu récemment l'accréditation de la CTI pour 5 ans, sans remarque particulière. Et bon, on peut être assez fier cette année que le classement de l'ESPCI est excellent dans les différents classements nationaux et internationaux, puisqu'on est 3e, 4e, 9e ou 3e, ce qui est quand même très, très intéressant pour la publicité de l'école. Alors, une des choses vraiment importantes qui nous tient à cœur dans l'école, c'est vraiment la politique sociale engagée que l'école a. Je crois que vous avez souligné le soutien des alumni. L'école essaie de faire aussi un soutien au maximum. Elle soutient beaucoup par les bourses Joliot, qui ont vraiment un impact fort. On voit actuellement, on est dans la situation où les bourses Joliot sont payées par les droits d'inscription. Sauf que, en fait, les bourses Joliot sont plus chères que les droits d'inscription. Et donc, il y aura un petit sujet pour corriger ça. C'est pas vraiment faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment de faire que tout le monde puisse aller à l'ESPCI, d'avoir effectivement un maximum de femmes, et puis aussi d'augmenter un peu à l'international. C'est des sujets qui sont pas faciles et qui évoluent très lentement. Alors, sur la recherche, eh bien, on a déménagé, ce qui était quand même déjà un gros boulot. Je pense que pendant ma mandature, je ne pense pas qu'on a pu faire beaucoup de choses vraiment sur la recherche et sur la formation. Enfin, un petit peu sur la formation, mais
ça n'a pas été des programmes prioritaires, puisqu'on avait ces travaux. Donc, les déménagements des UMR, c'est passé en 3 mois, ça a été quand même un gros boulot. J'ai parlé des grands programmes de PSL. Des plateformes technologiques partagées. L'idée, c'est d'avoir des plateformes technologiques qui permettent aux différents laboratoires d'échanger dans des techniques. Et puis, d'avoir un package d'accueil pour les nouveaux chercheurs qui arrivent à l'école, qui permet de nous aider. L'innovation a eu aussi donc son développement, puisque PCUp, qui existait, s'est vu labellisé par la ville de Paris et par la région Île-de-France. J'ai donné quelques chiffres pour vous montrer que ça marche assez bien. Et PCUp est développé par 2 nouveaux programmes, donc au-delà de l'incubation, par le programme Boost et le programme Scale-up, qui sont en fait une préfiguration du programme PCTech. Et je vais essayer d'expliquer rapidement ce qu'est le programme PCTech, qui, alors pour le coup, n'est pour le moment pas acquis. On a beaucoup travaillé sur ce programme, mais autant la discussion avec la ville de Paris a été très fructueuse sur les travaux, autant sur PCTech, pour le moment, on n'a pas réussi à valider ce projet, mais on a des espoirs. Voilà, en quelques mots, l'idée, c'est de prendre les bâtiments gris et de développer dans ces bâtiments des surfaces dédiées à l'innovation. L'idée, c'est d'augmenter en fait la part d'innovation qui est faite à l'école. Pourquoi? Puisque l'innovation a toujours très bien marché à l'école, mais en fait, l'école en tire peu de revenus et d'une certaine façon, pas très près de l'innovation. Donc le constat qu'on a fait à l'arrivée, c'était que dans l'incubateur, toutes les entreprises, les startups marchaient bien, mais partaient dès qu'elles avaient une levée de fonds et dès qu'elles s'intéressaient à un problème technique. Les programmes Boost et Scale-up nous permettent de poursuivre donc, cette interaction. Et l'idée, c'est de dédier des surfaces dans ces bâtiments gris à des startups qui, en plus, devraient nous ramener quelques revenus immobiliers, pas très chers. L'idée, c'est d'avoir des startups qui payent un loyer et qui complètent, en fait, augmentent nos ressources propres. On attend. Ces locaux, en principe, sont rendus à la ville de Paris, donc il faut la validation de la ville de Paris pour ça, et pour le moment, on ne l'a pas. Voilà. Ils ne sont pas du tout opposés à notre projet, mais voilà. Donc, alors, les points qui sont les plus complexes et qui rejoignent un peu les inquiétudes que je voulais décrire au début, c'est la partie financière qui est complexe. Je vous donne juste quelques chiffres qui sont importants. En fait, l'école repose sur... on a marqué le budget consolidé qui est de 66 millions d'euros, mais le budget auquel on a accès... Alors, 106 millions d'euros, c'est tout avec le CNRS, etc. Par exemple, les salaires CNRS. Le budget que gère l'école, c'est plutôt 30 millions d'euros à peu près. Et là-dedans, il y a 29 millions qui correspondent donc à des recettes de fonctionnement, et donc 12 millions 8 correspondent à la subvention de la ville de Paris, et à 0,82 millions correspondent à la subvention du MESR. Voilà, donc ces subventions-là sont importantes parce que, en principe, elles sont stables, d'accord, et donc ces subventions n'ont pas beaucoup bougé, depuis longtemps. Depuis 2015, la subvention n'a pas augmenté du tout à la ville. On a compensé, autant que faire se peut, par des revenus propres, voilà. Mais on est quand même un peu à la limite du problème. Et surtout, avec l'arrivée donc de la nouvelle école, il va y avoir une augmentation des promotions, et donc il serait logique d'avoir plus d'enseignants, d'avoir plus de monde, donc d'avoir plus de subventions au niveau de la ville. Ça, c'est un sujet important. La deuxième, c'est effectivement, donc les trois points qui nous concernent sur le budget, c'est premièrement de trouver du budget supplémentaire pour finir les travaux. Bon, ça, en principe, on n'est pas trop mal parti, enfin, la ville en parle, donc je serais étonné que ça ne marche pas, il peut y avoir des retards, voilà. Alors, la partie la plus compliquée, ce sera l'augmentation de la subvention de la ville ou du MESR. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut en même temps qu'on ait une stratégie pour développer nos ressources propres. Alors il y a eu des choses qui ont déjà été faites, l'apparition de la formation continue à l'école, l'apprentissage, la valorisation par l'innovation dont j'ai parlé, donc dans le projet PCTech, et tout ça, c'est démarré, ça commence à amener des revenus.
mais ça prend du temps à bien faire marcher. Donc ce sera là un des gros sujets de la prochaine mandature qu'Emmanuel va attaquer. Alors, une chose qui est pas trop mal, je pense, c'est que, bon, donc, nous, notre avenir dépend beaucoup de la ville de Paris. On peut se poser la question de savoir comment ça va se passer. Ce qu'on peut dire, c'est que les annonces qui ont été faites par Emmanuel Grégoire, il y a un lien sur donc l'intervention qu'il a faite juste en passant à l'école, qui est assez, que j'espère que vous avez vu. Et dans cette intervention, il explique qu'il veut que Paris devienne la première région universitaire d'enseignement supérieur et de recherche en France. Et il a mis en avant les écoles de la ville de Paris, donc le SPCI. Après avoir dit tout ça, je pense qu'on n'est peut-être pas totalement rassuré, on n'est pas sûr qu'on va tout obtenir, mais je pense qu'on est plutôt dans de bonnes conditions par rapport à cette situation-là. C'est important d'avoir le soutien de la ville. On l'a eu pour le renouvellement, donc pour la rénovation des travaux. Par contre, il faut savoir que la subvention n'est pas inscrite dans le marbre, donc elle peut fluctuer, mais j'ai l'impression qu'on est en bonne main. Voilà, c'est ce que je voulais dire rapidement, et vous rassurer donc j'espère, sur ce qu'est l'école. Merci beaucoup Vincent. Je vous propose s'il y a des questions qu'on en parle après au cocktail.